Je vous mets dans le contexte. On a un père qui décide ou qui trouve que ses enfants sont incapables. Je répondrai encore selon moi. Oui, selon Avant de vous. toucher Parce que répondez selon vous. La première question d'abord du point de vue sociologique, s'il faut y rentrer. Est-ce que le père de son vivant partageait ses clés ou encore ses coordonnées et tout ce qui va avec selon votre question, email et consorts, avec l'un de ses héritiers, où il est détenu seul? Dans le contexte où il y a un père qui est décédé et qui a laissé un héritage, un patrimoine sur son ordinateur, un héritage numérique. Bonjour Maître Sifas. Bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous avez encore de la matière à nous donner. Alors, je me présente bien avant de commencer. Je suis Perle Mbayo. Je suis étudiante en gestion financière à la faculté d'économie à l'université de Lubumbashi. Je suis également écrivaine et présentatrice télé. Alors, je suis heureuse de me retrouver en face de vous pour vous poser quelques questions concernant l'héritage et le patrimoine. Vous avez déjà mon profil et je ne suis pas juriste, je ne suis pas juridique. Économiste plutôt. Oui, voilà, économiste et autre chose. Voilà. Alors, j'aimerais que vous puissiez donner des réponses qui ne cadrent pas seulement avec le cadre juridique et légal, mais aussi dans le cadre social pour permettre à toutes ces personnes qui sont en train de nous regarder en ce moment de comprendre et de s'intégrer plus facilement à vos réponses pour les aider dans ce cadre. Alors, moi, je vais aborder plutôt cette question de l'héritage et du patrimoine dans un cadre plutôt différent. Nous allons prendre l'aspect du numérique et de l'intelligence artificielle. Oui. Dans l'ère d'aujourd'hui où nos travaux ou nos vies en général sont sur des écrans maintenant. Et je trouve qu'il est vraiment important de réfléchir sur cette question avec cette ère qui commence à devenir digitalisée. Alors, pour ma première question, nous allons nous mettre dans le contexte où il y a un père qui est décédé et qui a laissé un héritage, un patrimoine sur son ordinateur, un héritage numérique. Prenons le cas où c'est un community manager, il a des carnets d'adresses, il a des affaires qui réglaient sur son ordinateur. Selon vous et selon la loi, comment faire pour gérer cet héritage, ce patrimoine que ce père a laissé et a légué à ses enfants? Merci Madame Perle. Votre question. Je ferai un être sociologue, même si le droit me l'interdit pleinement. Dans ma casquette des juristes, je dois être sociologue. Oui. Mais je ferai un effort des lettres pour satisfaire non seulement votre personne, mais comme vous le dites, aussi l'opinion qui va devoir nous suivre. Voilà. Donner faire pour les gérer de manière sociologique, mais je voudrais d'abord commencer par les juridiques. Bien évidemment. Pour arriver à la sociologie. Pas que sociologie, que ça soit juste. Merci. Je suis chercheur en droit. Ok. Je suis écrivain, juriste de formation. Et le droit dans lequel je suis chercheur, il est le droit du numérique. Ok. Je dois vous rappeler qu'à l'ère du numérique, le patrimoine prend déjà une nouvelle forme. Vous avez des ordinateurs, vous avez des téléphones, des comptes en ligne, des projets numériques, des carnets d'adresses, des données stockées. Mais vous devez savoir que sans anticipation juridique, ces éléments peuvent devenir inaccessibles après les décès d'un père. La première question d'abord du point de vue sociologique, s'il faut y rentrer. Est-ce que le père de son vivant partageait ses clés ou encore ses coordonnées et tout ce qui va avec, selon vos questions, email et consorts, avec l'un de ses héritiers, où il est détenu seul pour assurer la sécurité de ceux-ci, où il était là à partager avec quelqu'un qu'il considérait proche à lui encore, héritier de conscience? Prenons le cas, comme je l'ai dit, d'un community manager. Ça veut dire que ces données sont, pour ne pas dire confidentielles, il les garde seul. Si il n'a donné à personne ses clés d'accès pour accéder peut-être à un de ses enfants ou à sa femme, il connaît juste le code de l'ordinateur en passant, mais il ne connaît vraiment pas ce qui se trouve dans l'ordinateur ou dans ses fichiers. Pourquoi j'étais en train de dire que sans anticipation juridique, ces éléments peuvent devenir inaccessibles après le décès de ce community manager, comme vous le dites. Déjà que chez nous, ces problèmes posent un véritable défi, selon lequel le droit du numérique est encore en phase de construction, chez nous en RDC.
Et vous le savez que c'est avec l'avènement du Code du numérique de 2023. Vous ne le savez pas, vous n'êtes pas juriste, peut-être que vous êtes informé. C'est avec le Code du numérique de 2023 qu'il y a eu maintenant reconnaissance de ce droit chez nous en RDC. L'avenir passe nécessairement d'abord par la reconnaissance d'un héritage qui est juridiquement et numériquement encadré. Mais si cela n'a pas été encadré, puisque il voulait assumer cette confidentialité de ces données, il n'a pas partagé ces éléments avec l'un de ses héritiers. Je ne vois pas l'accessibilité après son décès de ce dernier, puisque il pourrait être lui-même en détention de ces données ou encore de ces informations. Mais est-il toujours, peut-on poursuivre aussi peut-être l'ouverture ou encore la découverte de ces données par un fils ou par l'un de ses héritiers au travers d'un expert? Mais je dois dire personnellement, puisque vous ne voulez pas que je réponde selon le droit. Oui, répondez-nous aussi d'une manière, disons, terre à terre, pour permettre que le langage puisse être compréhensible par tous. J'y arrive. Personnellement, je dirais même non. Non, pourquoi? Au départ, ça n'a pas été encadré, numériquement ou juridiquement. Quoi que l'expert vienne, il tomberait aussi, d'abord, je crois, dans des infractions que prévoit la loi. Et là, nous parlons de l'accès illégal aux données personnelles. C'est prévu par le Code du numérique comme infraction. D'accord. Alors, selon vous, comment est-ce qu'on doit gérer justement cette situation? Cette situation, pour qu'elle soit gérée au départ, ce community manager devait avoir un conseiller ou un secrétaire particulier à lui. Une personne censée gérer ces données à lui, même après sa mort. Et il devait, par exemple, prescrire ou il doit prescrire et prévoir un testament pour dire qu'après mon décès, ce secrétaire particulier ou encore ses conseillers propres à moi peut communiquer à mes héritiers les données qui sont stockées sur mon ordinateur, ou encore quelque part dans une base de données. Je pense que c'est la meilleure des façons pour que ces héritiers parviennent à gérer, après le décès du dépouillos, les biens ou encore les données qui ont été stockées par lui quelque part. Donc la gestion en question, elle doit commencer bien avant que la gestion doit être prévue avant le décès. Oui, avant le décès. Puisque juste après, le droit ne nous donne plus une accessibilité. Il y a une accessibilité après le décès si ce domaine n'a pas été encadré. Mais si vous avez prévu, alors là, il y a moult chances pour les héritiers, au travers vos proches, par exemple, avec qui vous travaillez, d'obtenir ces éléments d'information. D'accord, merci pour votre réponse, Maître Cephas. Ma deuxième question ou préoccupation, je vous mets dans le contexte. On a un père qui décide ou qui trouve que ses enfants sont incapables et qui trouve les avocats trop véreux et peu fiables. Il décide de prendre tous ses biens et de les donner à une intelligence artificielle pour les gérer. Selon vous, bien évidemment, est-ce que vous trouvez que cette approche doit être légalisée ou strictement interdite? Merci pour la question. Je répondrai encore selon moi. Oui, selon avant vous. De toucher parce que répondez selon vous. Oui, merci. L'intelligence artificielle, d'abord, vous reconnaissez pour moi que c'est fait des algorithmes. Oui. L'intelligence artificielle ne respecte que les commandes qui lui ont été transmises au départ. Oui. L'idée de confier la gestion d'un patrimoine à une intelligence artificielle peut sembler d'autant plus innovante. Elle peut être encore utile pour automatiser certaines tâches ou assurer une continuité administrative. Toutefois, cette pratique ne devrait jamais être totalement autonome. Pourquoi je le dis? L'intelligence artificielle doit rester un outil d'assistance, pas de gestion. Parce que lorsque vous donnez à l'intelligence artificielle de gérer, c'est comme qui dirait vous lui donnez le contrôle humain et même judiciaire de votre héritage. Et l'intelligence artificielle est susceptible de piratage par un expert en la matière. Quelqu'un peut s'infiltrer dans le système ou il peut décoder l'algorithme et parvenir à pirater cette intelligence artificielle à qui vous avez donné la gestion de votre patrimoine. Est-ce qu'avec ça, cette gestion serait toujours assurée ou elle rencontrerait certains défis par la suite? Ok, mais comme vous l'avez dit, il y a toutes ces choses qui viennent en compte dans cette histoire.
Mais également, quand les enfants sont incapables de gérer le patrimoine du père et qui se dit que quand je vais partir, toutes ces choses iront en l'air et j'aurai travaillé pour rien. On voit d'un autre côté, il y a des avocats qui, eux aussi, on peut leur donner la gestion et ils vont essayer de contourner toutes ces choses. L'IA se propose à nous. Si j'ai bien compris dans ce que vous avez dit, c'est pas une approche qui doit être totalement légalisée. Il faudrait qu'une personne soit là, entre guillemets, une assistance humaine pour permettre à cette IA de pouvoir arriver à gérer ce patrimoine-là. Mais quand on se retrouve dans la situation où le père, il n'a confiance pratiquement en personne et il donne à cette IA de gérer le patrimoine et que cette IA le fait totalement bien. Il prend des dispositions pour la sécurité, il prend toutes ces dispositions-là. Dans ce cadre-là, peut-on vraiment faire confiance à cette IA? Peut-on vraiment le légaliser? Ou encore, c'est quelque chose qu'il faudra refuser? Je pense que votre réflexion est une perle comme votre prénom. Merci. Mais le problème ici, c'est lequel? La décision successorale peut être abandonnée à une machine. C'est bien qu'un père n'ait pas confiance en ses héritiers ou en ses enfants. Mais il n'y a pas que les enfants qui sont héritiers du père ou du dépouillous de la personne qui meurt. La femme l'est aussi. Et c'est pourquoi nous avons parlé au départ des catégories des héritiers. Si dans sa famille à lui, dans sa propre famille, il estime qu'il n'y a pas des gens capables de gérer ses patrimoines, mais la loi donne autre catégorie des personnes. Comme qui, par exemple? Vous avez les oncles, vous avez les tantes, vous avez les fils des oncles, vous avez, si je puis exagérer, aussi les frères même et les sœurs de votre épouse. Vos pères et mères, vous les avez aussi. Donc, je ne pense pas que... C'est pourquoi j'ai dit que l'IA peut être là pour une assistance dans cette gestion, mais pas lui confier totalement cette gestion du patrimoine. Puisque dire n'est pas avoir confiance à un homme, mais faire confiance à une technologie, à une machine, c'est plus dangereux. C'est pour ça qu'on dit la décision successorale ne peut être abandonnée à une intelligence artificielle seule ou à une machine. Puisque si aujourd'hui, par exemple, lorsque vous montez votre intelligence artificielle, vous définissez les objectifs pour lesquels vous la créez. Mais qu'à un moment, il suffit d'une petite erreur dans la commande et que celle-ci disparaît. Vous faites quoi? Tout est biaisé. Il vaut mieux faire alors confiance en un humain, en une machine, en une intelligence artificielle. On peut légaliser cela, mais pas pour une gestion totale. Peut-être pour une continuité administrative dans la gestion, ou peut-être pour une assistance. Là, on vous concède. Mais si c'est pour une gestion totale, je ne partage pas cet avis. D'accord. Donc, il serait mieux de les légaliser à moitié. Bon, Pas à moitié, mais comme vous l'avez dit. on peut les légaliser, mais tout en vérifiant et en réformant les fins pour lesquelles on veut légaliser cette IA. Tout en gardant une assistance humaine Tout à fait. à côté de cette intelligence artificielle. Alors, merci beaucoup, monsieur Maître Sifas. J'aurais aimé encore plus argumenter sur ce sujet, mais on n'a pas assez de temps. On n'a pas assez de temps. Alors, nous allons prendre une autre sphère. Cette fois-là, ce sera une sphère extra-patrimoniale, comme nous le savons. La sphère extra-patrimoniale concerne ce qui n'a pas de valeur en argent, comme le nom. Le nom, c'est également un héritage que nous recevons souvent de nos parents et particulièrement de notre père. Alors, est-ce que vous trouvez que c'est juste qu'un enfant puisse en pâtir ou subir les erreurs que son père a commises dans le passé, peut-être devant la loi ou peut-être devant la société, et à cause de ce nom, qu'un enfant puisse subir les actes de son père? Je suis à l'âge de 12 ans, un soir. Voilà l'histoire qu'il m'a racontée. Il m'a dit, j'ai un nom et double poste-nom. Mais le deuxième poste-nom, pourquoi je l'ai enlevé de mes documents officiels? Il m'a dit que son père était méchant dans le village. Agent de l'État qu'il était, c'était un monsieur très rigoureux, très méchant avec les gens. Et pour ses fils, c'était alors une retombée
des actes de leur père. Chaque fois qu'on voyait ce nom, on identifiait directement les fils qu'ils étaient et ce monsieur-là. Et qu'est-ce qu'il a dit? Pour moi, être sauvé de ce cas était d'enlever ce nom-là. Et vous le constatez aujourd'hui, même s'il faut toucher l'aspect spirituel, on vous donne le nom de quelqu'un qui s'est méconduisé à chaque fois. On verra chez vous et on aura à constater quelque peu du caractère de cette personne. Ouais. Ça, c'est une évidence. S'il faut toucher l'aspect sociologique. Oui. Si cette personne était méchante ou inintelligente, on n'est pas parlé que de la méchanceté. Cette personne était inintelligente, on vous donne son nom. Vous avez 1000 chances à 80% d'être comme cette personne. Que vous soyez une exception. Et donc, comme vous l'avez dit aussi au départ, le nom est un héritage non évaluable en argent. Ce que j'aime avec vous, c'est que vous êtes économiste, mais vous avez des termes juridiques. Déjà, quelqu'un qui comprend ce que veut dire extra-patrimonial, ce qui n'est pas évaluable en argent. Je vous en félicite. Mais lourd de conséquences, cet aspect est social. Vous êtes dans la ville de Lubumbashi. Vous arrivez quelque part, vous vous présentez. Vous ne dites pas votre nom contre vous. Voilà, je suis Kishiba. Quel est ce professeur qui vous refuse d'entrer à l'auditoire même en retard? On ne dit pas que c'est imposé. Mais ce privilège vous sera accordé du nom de la personne que vous portez, puisqu'il est recteur. Je ne sais pas si vous partagez la vie. Oui. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est parce que c'est lui qui a porté le nom avant vous, a une certaine reconnaissance ou une certaine humilité qui vous profite à vous également. Même après sa mort, il suffit que vous portiez ces noms et peut-être ses fruits auront à vous suivre. Mais c'est pas mal. Qu'un enfant ne doit condamner à porter des fautes. Ce n'est pas parce que je porte le nom de quelqu'un qui s'est méconduisé que je dois forcément rester aussi dans cette attitude. Alors, selon vous, et selon la loi également, quelle serait la solution qu'on devra donner à cet enfant ou à cet héritier de nom qui se retrouve dans une situation où il est rejeté par la société à cause du nom qu'il porte? Non, la loi vous donne aujourd'hui une facilité. Si vous estimez que le nom que vous avez vous porte préjudice. Mais il y a toute cette démarche à faire et oui, nous n'allons pas nous mentir. De modifier votre voilà, nom. on ne va pas se mentir, ça va demander quand même de mettre la main à la poche. Et prenons l'exemple d'une personne qui n'a pas vraiment cette facilité à changer son nom aussi facilement. Comment est-ce qu'elle devra se comporter dans la société ou quelle est la solution qu'on pourrait lui donner pour faire de cet héritage un truc, de sortir cet héritage d'un truc vraiment pas appréciable à quelque chose qui va lui permettre d'avancer, parce que nous n'allons pas nous mentir. Quand ton père est criminel, il y a beaucoup de portes qui se ferment devant toi du moment où tu portes son nom. Selon moi, dans ce cas, où vous n'avez par exemple pas les moyens de saisir une juridiction pour modifier votre nom ou du moins le changer, et commencez par l'imposer à votre entourage. Lorsque nous étions tout petits, on s'est donné des surnoms. Oui, mais et quelque peu de gens oubliaient notre prénom. Mettons-nous dans le cadre professionnel où vous devez, par exemple, aller pour demander de l'emploi par-ci, par-là, et qu'on est en connaissance que votre père a fait telle chose. Vous n'allez pas directement changer sur vos cartes d'électeur ni sur vos dossiers. Vous porterez toujours ces mêmes noms. Comment vous allez agir dans ce cas? J'ai dit tantôt qu'aucun enfant ne doit être porté ou condamné à porter les fautes. Et déjà, s'il faut rentrer sur le plan de droit, la responsabilité pénale soit-elle ou civile, elle est individuelle. Vous n'avez pas à porter les charges d'une autre personne. S'il faut rentrer dans le cas où vous allez chercher un job et vous avez le nom de votre père qui est criminel et que vous dites ça va vous causer un préjudice, la meilleure des façons serait laquelle? Vous n'êtes pas votre père. En ce sens-là, si vous ne voulez pas changer votre nom par un moyen juridique, alors assumez. Parce que là, au dossier, si déjà vos documents, qu'est-ce que je dirais, vos documents civils portent déjà ce nom-là, vous allez faire quoi s'il n'y a pas une modification de la loi? Vous n'avez pas un jugement qui modifie votre nom. Avec à assumer. Mais cependant, c'est là qu'on rappelle que vous n'avez pas à porter ou à être condamné à porter des fautes qui sont d'abord sociales, qui sont symboliques de vos parents.
c'est une affaire personnelle. Mais si vous estimez, par exemple, que vous en avez le moyen, vous n'aurez qu'à changer ce nom pour que vous ne tombiez pas dans les mêmes situations, par exemple. D'accord. Merci beaucoup, Maître Cephas, pour Je nous vous avoir remercie. donné des réponses Madame. à nos questions. Je suppose que, j'espère et je le crois fortement que toutes ces personnes qui sont en train de nous regarder en ce moment ont appris beaucoup de choses venant de vous. Je l'espère aussi. Mes prédécesseurs qui vous ont posé des questions, on s'est allé sur beaucoup de thèmes ou beaucoup de faces de la question. Nous vous remercions Merci à vous. déjà pour vos réponses et pour votre disponibilité. Merci à vous. Merci.